Tac. Tu as trouvé là? Voilà, ça devrait marcher. Ok. Donc tout le monde voit l'écran, c'est bien. Donc ce soir, on va parler des courbes. Contrairement à ce que certains auraient pu penser, c'est pas la suite de la présentation de Thibaut. J'en suis désolé. C'est plutôt les courbes la courbe de réglage en développement photo. Donc, Ah, d'accord. Il y en a qui sont déçus. voilà. oui. Très déçu. J'entends les déceptions. Je ne vois pas les visages, mais j'entends les déceptions. Donc voilà, donc comme c'est un outil qui est présent dans quasiment tous les logiciels de retouche, que ce soit Lightroom, Photoshop, GIMP, Luminar, enfin tous ceux qu'on peut imaginer, c'est bien de savoir s'en servir vu que c'est pas forcément intuitif Pas du tout. au premier abord. Donc on va voir dans un premier temps, oui, comment ça marche, comment regarder, comment analyser l'outil, comment il se présente, comment y toucher, comment jouer un peu avec. Ensuite, on va voir l'utilisation, l'utilisation standard de comment, dans le processus de développement de votre photo, vous allez pouvoir utiliser les courbes. Et puis quelques cas un peu plus poussés qui sont vraiment d'utilisation avancée, on va dire, mais qui permet de faire des choses assez sympathiques, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, c'est un outil que j'aime beaucoup, que j'ai mis un peu de temps à maîtriser, mais je trouve que ça fait quasiment tout. Et c'est une fois qu'on a vraiment compris la logique, je pense on peut faire vraiment plein de choses avec. Donc voilà pour le petit sommaire. Alors n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions en cours. N'attendez pas la fin pour les poser. Donc, une introduction. Donc, comme je disais, c'est un outil très puissant, très polyvalent. On peut faire à peu près tout avec. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire tout avec tout le temps, mais ça veut dire que si on a déjà des réglages par ailleurs, eh ben, rajouter une courbe permet de compenser ou faire autre chose. Voilà, on peut jouer sur le. Alors, de base, ça joue sur la luminosité. La luminosité de la photo, en éclaircissant ou en assombrissant certaines zones. Mais on va pouvoir aussi jouer sur les couleurs. Et avec un gros avantage, contrairement aux autres outils, c'est qu'on va toujours pouvoir maîtriser le point noir et le point blanc, c'est-à-dire pas perdre d'informations, ou les perdre si on veut les perdre. Ça peut être un intérêt aussi, mais avoir la maîtrise sur les noirs et les blancs et donc pas cramer son image et pas boucher son image. Donc, comme je disais, c'est présent dans quasiment tous les logiciels de retouche. Et voilà, ça peut être un peu compliqué au début. C'est pour ça que je vous en parle ce soir et qu'on voit ça ensemble. Alors, donc j'ai mis une capture d'écran de comment ça se présente. Alors, je ne sais plus si c'est Lightroom ou Photoshop, là, mais bon, ça se présente à peu près pareil dans tous les logiciels. Alors, on peut voir que c'est une courbe. Là, la courbe est un peu droite, mais c'est une courbe quand même. L'axe horizontal, est-ce que c'est le slide suivant? Voilà. L'axe horizontal représente la luminosité de l'image de départ. Donc, à gauche, c'est les pixels sombres, et plus on se déplace vers la droite, plus ça va être les pixels clairs et les blancs tout à droite. Et l'axe vertical, ça va être c'est la même chose, mais sur l'image de résultat, une fois la courbe appliquée. Donc, on comprend bien du coup que quand on a une droite comme ça en diagonale, les pixels noirs restent noirs, les pixels foncés restent foncés, les pixels moyens restent moyens, jusqu'au blanc, ou les pixels qui sont déjà blancs restent blancs. Toute l'utilisation de la courbe va être modifier la forme de cette courbe pour rendre les pixels donc sur l'axe horizontal, les pixels par exemple moyens, plus clairs ou plus sombres en montant ou en baissant la courbe. Pour se repérer, on a en image de fond un histogramme
Donc, je sais pas si c'est après. Voilà. Donc, un petit rappel de ce qu'est un histogramme. En gros, c'est juste un compte de pixels. Par exemple, sur cette image-là que vous voyez, qui est assez contrastée, on voit qu'il y a tous les pixels noirs sont représentés par le pic à gauche. On est à gauche de l'axe horizontal. Donc le premier pic qui représente tous les pixels noirs. Ensuite, il y a un deuxième pic qui représente des pixels assez sombres. Ça doit être les pixels représentant les nuages dans le reflet. Il y en a un certain nombre. Ensuite, on a un creux et un troisième pic qui doit représenter le reste de l'image, le ciel et quasiment pas de pixels tout blancs parce qu'on n'a pas de blanc dans l'image. Même les zones très claires ont quand même une teinte colorée, donc ne sont pas 100% blancs. Donc voilà, ça permet de repérer les zones importantes de l'image. Donc par exemple, la zone noire là, sur cette image, et d'agir au bon niveau sur la courbe. Typiquement, vu qu'il n'y a pas de pixels clairs, si je déplace mon point en haut à droite de la courbe, et ben ça ne va quasiment pas changer l'image parce qu'il n'y a pas de pixels dans cette zone-là. Alors que si je bouge le milieu de la courbe où il y a une grosse bosse dans l'histogramme, et ben ça va modifier énormément mon image puisque la majorité des pixels sont à cet endroit-là de luminosité, d'intensité de luminosité. Ça va? Pas de questions pour l'instant? Non, non. Pas de questions. Très bien. Donc, utilisation de base. Voilà, donc je reprends l'exemple de l'image d'avant. J'ai pris le point central de la courbe. Donc, c'est des captures d'écran dans Lightroom. J'ai pris le point central de la courbe et pour la première image, je l'ai baissé. Donc, ça a baissé. Alors, ça a joué sur toute l'image, puisqu'il n'y a pas que le centre qui est descendu, hein, il y a toute l'image, et ça permet de garder une certaine continuité, de ne pas avoir de cassure dans les zones de luminosité différentes. Donc, c'est l'utilisation ultra basique de la courbe. On met un point, on monte, on descend à un endroit, et ça va baisser ou augmenter la luminosité de l'image. Vous remarquerez, ce que je disais tout à l'heure, que ça n'a pas touché à mon point noir. Ce qui est noir est resté noir, mais ce qui était foncé, c'est un peu assombri, mais n'est pas devenu noir. De même pour les blancs, ce qui était clair n'a pas été cramé. Et donc, c'est un des avantages de la courbe, c'est tant qu'on n'atteint pas le maximum du haut ou du bas, on ne va pas perdre d'informations dans les zones extrêmes de luminosité ou les zones sombres. Donc là, les exemples montrent avec un seul point, enfin techniquement trois, vu qu'il y a le point d'origine en bas à gauche et le point de fin en haut à droite, mais on n'a rajouté qu'un seul point qu'on a bougé, et on peut placer autant de points qu'on veut. Ce n'est pas parce qu'on peut le faire qu'il faut le faire. C'est souvent bien de rajouter un minimum de points, de faire ce qu'on veut, d'arriver à un résultat correct avec un minimum de points. On verra peut-être tout à l'heure, rajouter des points en fait, peut créer des zones de plat ou des zones disgracieuses, on va dire. Donc, vaut mieux limiter le nombre de points, 3, 4, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en rajouter plus si on veut et faire des choses particulières. Voilà. Donc, quand on cherche un peu comment utiliser les courbes sur Internet, on vous parle tout de suite de la courbe en S, qui est un peu le réglage traditionnel de la courbe, qui va donc faire une forme de S, doucement, et donc assombrir les zones qui sont déjà un peu sombres et éclaircir les zones qui sont plus claires. Et donc, quand on assombrit le sombre et qu'on éclaircit le clair, on ajoute du contraste, ni plus ni moins. Avec
quand même l'avantage par rapport au curseur tout bête contraste de pouvoir assombrir, de pouvoir sélectionner vraiment la zone qu'on veut, enfin, quelle intensité de lumière on veut, des pixels de base on veut assombrir et quelle zone on veut éclaircir. Mais pas la zone de la photo. Alors, pas On la est bien zone, d'accord. pas l'emplacement de la photo, mais D'accord. les pixels d'une certaine intensité lumineuse. Donc, typiquement, oui, là, sur l'exemple d'à côté, il y a enfin, les pixels les plus sombres qui ont vraiment été assombris et les pixels les plus clairs qui ont été éclaircis. Alors, c'est un effet aussi de cette augmentation de contraste d'augmenter la saturation. On constate bien sur l'image d'exemple. L'orange qui est assez pâle sur la photo initiale est devenu très, très péchu sur la photo de résultat. Alors, juste en note sur le côté, si on veut empêcher ça, si on veut avoir l'effet, le changement de luminosité, mais ne pas avoir ce renforcement de la saturation, c'est possible dans Photoshop et dans d'autres logiciels aussi qui proposent des modes de fusion. Sur le calque de réglage de courbe que vous allez faire, alors je vais vous montrer un exemple. Par exemple, voilà, la photo d'exemple. Donc là, j'ai ma photo. Je vais faire grosso modo, donc je fais un nouveau calque de réglage courbe. Je fais grosso modo la même courbe que sur l'exemple. Donc on voit là, les couleurs se sont vachement... Tout le monde voit bien la fenêtre Photoshop. Il y a pas de... Oui. Okay. Donc je sélectionne mon calque et je choisis comme mode de fusion luminosité. Et donc là, j'ai l'effet de lumière sans avoir le changement de couleur. Donc on peut voir, hein, si je masque l'effet, on voit bien qu'il y a le renforcement du contraste. Mais il n'y a pas le changement de couleur qu'il y a en mode normal. Voilà, donc c'est une petite astuce. Les autres logiciels de retouche aussi, souvent, alors Lightroom il ne propose pas, mais quand il y a des calques, des trucs comme ça, donc GIMP le fait, et d'autres logiciels, je sais, le font aussi, de proposer des modes de fusion. Voilà, c'est une astuce, c'est pas limité non plus à Photoshop. Voilà pour la courbe en S. On peut, alors, le fait de pouvoir contrôler son point noir permet aussi de l'enlever, et donc de produire un effet mat, ce qui peut avoir après c'est une question de goût, hein, toujours, mais ce qui peut avoir un intérêt notamment sur les photos noires et blancs. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une image très contrastée, ben on va réduire la plage de luminosité de l'image finale en montant le point noir, donc en faisant que les noirs sont plus noirs mais seulement gris foncé, et en baissant le point blanc, ce qui fait que les blancs seront plus blancs mais gris clair. Et ça provoque un effet un peu imprimé sur un papier mat. C'est le principe du cinéma, hein. Le cinéma, le point noir est relevé, comme vient de le dire Grégory, hein. En fait, il n'y a pas de noir profond dans le cinéma. Donc, une image typée cinéma va avoir un point noir qui va être décalé comme ça, en fait. Et pourquoi ? Parce que historiquement, le 35 mm ou le 70 mm n'arrivait pas à produire ce que la vidéo peut produire. La vidéo peut produire des noirs très profonds, en fait. Et certains papiers ou l'argentique arrivent à produire aussi des noirs très profonds.
En revanche, le cinéma, historiquement, n'arrivait pas à faire du noir. Voilà, donc là, dans l'exemple que j'ai mis, j'ai bien sûr monté les noirs et descendu les blancs, mais on voit aussi que j'ai rajouté 2 points au centre pour retrouver cette forme de S, parce que sans ça, l'image était très peu contrastée. Parce que forcément, baisser la plage dynamique de l'image, donc la quantité de niveau de luminosité de l'image, baisse le contraste, et donc rajouter une petite forme de S récupère dans un sens les contrastes, tout en ayant ces noirs écrêtés et ces blancs écrêtés. Alors, quelques cas particuliers pour mieux appréhender comment ça marche. Donc ça, c'est l'image de base que j'ai remis en grand, et quelques cas particuliers. Voilà. Donc à chaque fois, il y a l'image et la courbe qui correspondent. Donc premier cas, c'est un cas donc en haut à gauche, c'est un cas assez extrême de renforcement du contraste. Donc là, on n'a pas du tout on a un S, mais totalement aplati. En gros, ce qu'on a dit, c'est que tous les pixels plus sombres que 25% de luminosité seront noirs, et que tous les pixels plus clairs que 75% de luminosité seront blancs, absolument blancs et absolument noirs. Et du coup, la pente de la courbe est plus importante, et ça fait une image très, très, très fortement contrastée avec un écrêtage important. L'exact opposé, c'est l'image de droite, où c'est pas l'exact opposé, mais on a absolument réduit la plage dynamique de l'image en mettant les pixels noirs, enfin jusqu'à 25% de luminosité à 25%. Donc on a fait une image des noirs très gris en fait, et inversement des blancs très, très peu lumineux. Donc on constate ici la grosse perte de contraste. Alors c'est très rarement utilisé en tant que tel, et c'est pour ça que j'ai mis des cas un peu bizarres pour comprendre, c'est que ça permet de voir un peu comment ça marche et appréhender quand on fait quelque chose comme ça, ce qui peut se passer. Donc voilà, en bas à gauche, c'est à peu près pareil. On a fortement diminué le contraste de l'image. Et la dernière en bas à droite est assez intéressante. C'est un S inversé en quelque sorte. Ce qui permet de mettre en évidence quelque chose qu'il faut éviter. Alors, à moins que ce soit un effet recherché, mais je ne pense pas que ce soit souvent le cas. C'est cet effet de gris qui apparaît dans les tons moyens. Là. On a un aplat gris. Ben, c'est exactement c'est exactement à cause du plateau qu'on voit sur la courbe. Et ça, c'est quelque chose à éviter. Des zones où la courbe est plate va provoquer, alors quel que soit, là c'est en plein centre, mais ça peut être plus bas, plus haut dans la courbe. À partir du moment où la zone est plate, il y aura un effet de gris plus ou moins prononcé. Donc là, le plateau est très important, donc il y a beaucoup de gris dans l'image. Mais même si le plat est petit, ça provoque des effets en général assez disgracieux. C'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. C'est le début d'une courbe qui va vers le chrome, hein, non? C'est le début de la courbe qui va vers le chrome. Je vois pas. Enfin, je vois peut-être ce que tu veux dire, mais si c'est ça, j'en parle après. Mais... Ah, pardon. Mais c'est le début de l'effet chrome. Hein. C'est le début. Ouais. J'en parle après. Donc voilà, c'est sur une image pour laquelle on ne veut pas un effet particulier, c'est en général pas très judicieux. Mais après, chacun est libre de ses choix. Et là, on est dans les cas totalement extrêmes. Voilà.
Forcément, si on met tous les pixels au blanc, on a une image blanche. Si on met tous les pixels au gris, on a une image grise. Si on met tous les pixels au noir, on a une image noire. Si on fait une courbe inversée, ça fait un négatif, puisque tous les pixels qui étaient noirs, on les veut blancs, et ainsi de suite, jusque tous les pixels qui étaient blancs, on met noir. Donc, on peut même faire un négatif avec la courbe. Alors, bien sûr, on n'est pas obligé non plus de faire une courbe droite. Donc, la courbe droite, c'est à l'envers, c'est le négatif parfait, mais on peut l'ajuster et donner une forme pour ajuster son négatif. Donc là, c'est rarement utilisé comme ça. Enfin, les trois premières, jamais. Mais la dernière, pour des effets, c'est sympa. Imaginer les choses. Est-ce qu'on pourrait utiliser un négatif pour faire un masque? Ça peut s'envisager. Là, comme ça, tout de suite, je vois pas trop dans quel cas, mais pourquoi pas, oui. Quand on scanne un film en négatif, si on veut l'avoir en positif, on inverse la courbe. On fait ça, comme en bas à droite. C'est ça. Alors après, souvent dans les logiciels de retouche, il y a déjà une fonctionnalité négative. Donc utiliser une courbe pour ça, ce n'est pas forcément l'outil le plus direct. Mais typiquement dans Lightroom, où on ne peut pas faire de négatif autrement, et voilà, on peut passer par la courbe si on veut faire un négatif. Ça peut être utilisé pour récupérer des négatifs qu'on aurait photographiés, par exemple, avec l'outil adéquat. Oui. Ouais. Je peux intervenir. Personnellement, une fois, j'ai vraiment déliré avec la courbe. Et si on la fait osciller du haut vers le bas plusieurs fois, on a sur le même... Je vais en parler. Ah bon, d'accord. Mais oui, vas-y, tu peux... Non, mais je vais attendre. Voilà. Donc ça, c'était l'utilisation basique de la courbe avec quelques exemples un peu tordus pour comprendre. Et maintenant, on va passer à une utilisation plus avancée avec notamment l'utilisation des couches. Ouais. Alors, parce que là, pour l'instant, on n'a utilisé que la luminosité, les courbes pour toucher à la luminosité de l'image. On peut aussi toucher à chaque couche individuellement. Alors, pour rappel, une couche, qu'est-ce que c'est? C'est, vous savez, chaque image a une composante verte, une composante rouge, une composante bleue. Voilà. Qui, additionnées les unes avec les autres, donnent un résultat. Donc, typiquement, je vais commencer par une image noir et blanc. Les trois couches rouge, vert, bleu ont chacune la même valeur pour le même pixel. Donc, chacune ayant la même valeur, ça donne un niveau de luminosité qui va donner un pixel gris. Sur une image couleur, c'est des valeurs différentes qui, combinées entre elles, vont donner la couleur finale. Mais du coup, avec les courbes, comme on peut toucher individuellement à chaque couche, on va pouvoir modifier, même sur une image noir et blanc, a fortiori sur une image couleur, mais sur une image noir et blanc, modifier la composante d'une des couches, et donc tous les pixels de chaque couche n'auront plus la même valeur. Du coup, il y aura une apparition de couleur sur une image qui à la base était noir et blanc. Alors, j'ai mis en rappel, en fait, chaque courbe pour sa couche, va pouvoir jouer sur deux couleurs, soit en l'augmentant. Donc, si on augmente le rouge, eh ben, on aurait une image plus rouge. Mais si on diminue le rouge, on aurait une image qui va tirer vers le cyan. De même, pour la courbe verte, si on augmente la valeur de la couche verte, on aura une image plus verte, mais si on la diminue, on aura une image plus rose. Et pour la courbe bleue, bleu et jaune. Ce qui a comme application sur une image noir et blanc de faire ce qu'on appelle un virage partiel. Alors, c'est un réglage qui existe par ailleurs dans Lightroom, mais qui peut se faire aussi par les courbes. C'est pour ça que je disais au début que les courbes sont un outil vraiment très polyvalent, c'est qu'on peut faire vraiment plein de choses avec.
Et sur une image couleur, ça va permettre de changer l'ambiance ou de faire une sorte de filtre, mais rien qu'en changeant un peu les proportions de chaque couche. Donc voilà, donc ça c'était le rappel des couches. Et donc par exemple, sur cette image-là, excuse-moi, mais là on est sur le. On est sur les diaporama. caractères. Coincé, hein, oui. ah, que vous J'entends voyez, cliquer, mais je ne vois pas bouger l'image. Non. et vous m'entendez par contre ou... Oui, oui. Oui. Ah, Mais d'accord. on est sur ta présentation, là. On n'est pas sur Lightroom. Ou... Ah, ça y est. Voilà. Virage partiel noir et blanc. Voilà, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu un... Donc là, tout le monde voit bien la slide virage partiel noir et blanc avec... Oui. Yes. Très bien. Donc en partant de cette image noir et blanc et en appliquant ces trois courbes, donc la première courbe, c'est la courbe de la couche rouge, la deuxième, celle de la couche verte et la troisième, celle de la couche bleue, on obtient l'image de droite. Alors, c'est un réglage subtil, hein, mais on voit que les ombres sont bleutées d'un bleu un peu pétrole, un peu turquoise, et qu'il y a une légère teinte un peu rosée dans les tons moyens et que c'est un petit peu plus jaune, en tout cas que l'image originale, dans les hautes lumières. C'est vraiment très joli. C'est très joli. Ça donne de la profondeur. Hein. C'est très beau. Ah ouais, c'est très sympa comme effet. Ouais. Ouais, très beau. Et ben, merci. Et donc oui, alors faut être relativement subtil, hein, sinon on part vraiment dans des couleurs très intenses parce qu'on joue vraiment sur toute la couche et pas donc voilà, faut être très. Vous voyez, les courbes sont très très plates, mais ça suffit justement pour donner un effet particulier à la photo. Deuxième exemple sur une image couleur. Alors couleur, elle n'est pas très colorée, hein, l'image de départ, mais quand même. Pour laquelle on a changé complètement l'atmosphère et la tonalité. Alors là, vous voyez, la courbe et les réglages sont beaucoup plus francs et prononcés. Mais voilà, d'une image relativement douce et chaude, on est passé à une image beaucoup plus froide. Et voilà, donc c'est un exemple, hein, vous aimez pas, mais ça donne une idée des possibilités. Et souvent, on peut arriver à des choses qui rappellent les filtres qu'on voit sur Instagram ou sur des trucs comme ça, souvent justement en tronquant un peu les bleus, en relevant un peu la courbe de bleu dans les noirs. Du coup, on bleuit les noirs et ça donne des effets un peu vintage, un peu... Voilà. Donc, c'était deux exemples de virage partiel avec les courbes. Autre possibilité, réduction du bruit. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le courrier aujourd'hui. Ouais. Oui. Il y a une question, non? Quoi? Pour les chèques? Pourquoi tu n'en plus? Non, il y a quelqu'un qui est en train de téléphoner, mais c'est pas grave. On va les laisser finir du coup. Donc je disais, oui, une autre possibilité, c'est la réduction du bruit. Alors, c'est pas forcément la panacée, mais dans certains cas, ça peut donner des choses pas mal. Vu que le bruit, c'est une fluctuation de l'intensité lumineuse dans les noirs en général, en tout cas dans les sombres, on peut s'en débarrasser en faisant voilà, une courbe comme ça, c'est-à-dire en écrêtant juste la partie noire et en rendant tous les pixels sous une certaine valeur noire. On est sûr de se débarrasser du bruit. Donc, comme on peut voir dans les détails de l'exemple, effectivement, on a réussi à supprimer complètement le bruit du ciel. Alors, suivant la zone qu'on prend, ça peut jouer aussi sur le reste de l'image. Pour ça, ça ne s'applique pas dans tous les cas, mais sur certaines photos du cirque notamment, j'avais utilisé cette technique-là et ça avait des résultats plutôt pas mal, enfin qui m'allaient bien, par exemple. Et ben voilà, on va parler de l'effet métallique. Donc là, on fait absolument
n'importe quoi avec les courbes, on fait une sorte de zigzag. Ce qui va rendre un effet chromé. Là. Vous voyez, j'ai fait sur le symbole du club. Donc après, on peut ajuster comme on veut en fonction du résultat. Et l'amplitude, et le nombre d'allers-retours, et voilà, et comme je le dis dans le détail, donc plus l'amplitude va être grande, donc on va en haut, en bas, en haut, en bas, plus l'effet brillant va être important. Si on déplace les pics ou les creux d'ailleurs, on va ajuster l'endroit où se fait le reflet, et donc suivant la forme de ce sur quoi on l'applique, et on va avoir ça va être plus ou moins judicieux de les placer à un certain endroit. Et forcément, plus il y a d'allers-retours, plus il y aura des effets serrés. Donc, trop, ça ne fait pas joli, ça fait très resserré et c'est pas forcément bien. Mais voilà, entre 3 et 5, ça donne un effet voilà, chromé. Donc, je suppose que c'est de ça que vous parliez, Jean-Michel et Philippe. Alors moi, non, moi j'ai fait ça sur une image couleur. D'accord. Je n'ai jamais essayé sur du noir et blanc, mais ça m'intéresse tout autant. Mais sur du couleur, ça devient psychédélique. Tu as des zones qui changent, qui s'inversent complètement. Donc ça fait un effet kaléidoscope, quoi. Faut essayer. Tu as d'autres images à nous montrer, Grégory, que pour l'effet métallique? Oui. Par exemple, ça. Alors, là, j'ai appliqué l'effet sur en premier sur le détourage de la statue. Donc après, je l'ai passé en noir et blanc et j'ai appliqué l'effet et j'ai rajouté une couleur pour retrouver le côté doré des bas-reliefs du fond. Donc, mais la couleur, tu l'as rajoutée avec la courbe ou avec autre chose? Avec autre chose. Ah, tu triches là. Donc là, tu as fait quoi avec la courbe? Là, j'ai fait l'effet métallique. En noir et blanc. En noir et blanc. Je vais vous montrer. Voilà. Là, tout le monde voit la fenêtre Photoshop? Oui. Ok. Oui, il n'y a pas que ton ordi qui est lent, Jean-Michel. Arrête, je suis de mauvaise humeur, je suis en déprime là. Je suis en déprime. C'est Apple qui ralentit, qui est assez lent quand même. Ça marche très bien, Apple. Hein, Greg, ça marche très bien. Mais ouais. Alors, en parlant de performance, il y a une nouvelle version de Lightroom qui est sortie cette semaine. Je vous conseille fortement la mise à jour. Niveau performance, c'est assez bluffant. Ouais, ça a super accéléré. Hein. Ouais, alors, ça ne se voit pas là parce que ce n'est pas Lightroom. Ah, voilà. Mais ça vaut franchement le coup parce qu'on gagne en performance. Alors, donc là, vous voyez, il y a quand même plein de réglages pour arriver au résultat final, mais celui qui va nous intéresser, c'est celui-là. Vous voyez la courbe qui en zigzag. Tu peux enlever les effets du dessus? Je peux enlever les effets du dessus. S'il te plaît. Mais bien sûr. Voilà. J'ai enlevé les effets du dessus. Donc, tu avais détouré la statue puisque le reste derrière n'a pas bougé. C'est ça. Donc, l'image de base, c'est ça. D'accord, ok. C'est le détourage de la statue. D'accord. Que j'ai passé en noir et blanc avec un calque de réglage noir et blanc. Okay. Et ensuite, j'ai appliqué ma courbe pour avoir l'effet métallique. Et après, tout le reste, c'est rajouter la couleur et accentuer un peu les ombres pour le rendre plus agréable à l'œil. Et voilà, réintégrer dans le fond, ça donne ça. D'après ton expérience, c'est mieux de mettre la couleur après qu'avant. Oui. Alors, on peut obtenir la même chose avec les styles de calque. Hein.
peut faire la même chose, mais en utilisant les styles de calque. Bon. Ah ouais? Voilà, Ouais. mais comme ce soir, le thème, c'était les courbes. Voilà, le thème, c'est les courbes. Mais je suppose que le style de calque, si on vérifie la courbe de la photo, on va trouver une courbe similaire. C'est très possible, oui. Ouais, en fait, ça s'appelle embossage sur les styles de Oui, calque. non, mais je veux dire que la courbe, elle, en finale, elle représente tout ce qu'on a pu faire sur une photo, ou pas? Une fois qu'on a tout modifié, qu'on a fait des réglages, est-ce que si on reprend la courbe de la photo, on va dire retouchée, tout en haut, est-ce qu'on va retrouver à chaque fois la courbe qui résulte de toutes les modifs? Je pose la question à ceux qui sont de bonne humeur. Hein. Alors, Jean-Michel, tais-toi. Je pense qu'il y a des réglages qui ne sont pas interprétables par une courbe. D'accord, ok. Voilà. Et donc, je voudrais. Il y a le droit à l'image, là, hein, parce que je vois qu'on m'a foutu ma tronche avec mon chapeau. Ouais. Bah, t'inquiète, ça va venir. Tu vas venir en grand. Bah, je te remercie. Un hommage. Donc voilà, et dernière possibilité avec les courbes, enfin je crois dernière, hein, je ne connais pas mon présentation par cœur. Alors là, c'est pour le coup, c'est plutôt spécifique à Photoshop. Peut-être que d'autres logiciels de retouche le font, je ne sais pas. En tout cas, Photoshop le fait. C'est pour, typiquement, quand on fait une inclusion d'une image dans une autre, c'est rare que les conditions de lumière et de couleur correspondent exactement. Et donc, il faut faire une correspondance de couleurs. Et ça peut se faire avec les courbes. Donc voilà, le slide là détaille la procédure de comment faire. Donc sur la palette de la courbe d'un calque de courbe Photoshop, on a 3 pipettes, une pour le noir, une pour les tons moyens, une pour le blanc. Et donc par défaut, si on utilise ces pipettes, bah, c'est pour du noir, des tons moyens, donc un gris moyen 50%, hein, pas vraiment un gris, et du blanc. Mais on peut choisir la couleur, une autre couleur. Donc ça se fait en double-cliquant sur une des pipettes, en choisissant la couleur qu'on veut donner à notre image, et ensuite en allant cliquer sur la couleur qu'on veut changer. Et alors ça ne marche pas forcément à 100% bien du premier coup, ni à 100% bien tout court. Après, il faut éventuellement refaire quelques réglages, mais ça permet, et c'est là qu'on voit Jean Didier. Voilà, donc j'ai pris une photo de Jean Didier que j'avais fait en studio une année, et sur 2 images aux tonalités justement assez différentes. Donc une image de plage et une image de lac. Et, il est vraiment beau, le gars. C'est qui, le gars, là? Ouais, je crois que tu le connais bien. Mais il est très photogénique, c'est pour ça que je l'ai pris. Et donc voilà, on peut passer d'un montage qui est manifestement visible parce que les couleurs ne correspondent pas, à une intégration beaucoup bien meilleure au niveau des couleurs. Je peux vous faire aussi une démo. Alors là, c'est la démo qui ne marche jamais quand on fait la démo, mais... voilà. Oh là, Greg, t'inquiète pas, tout va bien. Ouais. En tout cas, c'est le processus. Donc, typiquement, on voit là notre Jean Didier sans la courbe. En tout cas, le détourage au niveau des cheveux, il est top. Hein. Alors ça, c'est du détourage de Photoshop avec l'outil d'amélioration du contour. J'ai pas passé beaucoup de temps. Hein, mais du coup, c'est... Oui, c'est bien fait. Hein, c'est bien fait. Hein. Ça marche plutôt pas mal. Ouais. Et donc voilà, j'ai mon Jean Didier détouré sur une photo du bunker. Et l'idée, c'est de créer un calque de réglage de courbe, de double-cliquer sur la pipette du noir et d'aller chercher la couleur cible. Donc, on va chercher une couleur dans les traits sombres du bunker.
ou pas très sombre d'ailleurs, si on peut faire, que ça soit plus visible. Alors là, ça ne marche pas parce que forcément, il ne faut pas sélectionner le masque du calque de réglage, il faut bien sélectionner le calque de réglage. Donc, je recommence, je double-clique sur ma pipette, je vais pipeter dans les sombres. Là, on voit ça a pris une couleur. Je fais OK. Je ne veux pas l'enregistrer par défaut parce que cette couleur-là va servir qu'une fois, donc je ne veux pas que ça devienne ma couleur par défaut. Et je vais pipeter dans une zone sombre de Gendibier. Par exemple là. Les zones sombres sont plus basses. Hein. J'attendais une remarque. Et je continue. Je vais faire mes points blancs. Donc, je vais pipeter une zone claire du bunker. Par exemple là. Je fais OK. Je ne veux pas que ça devienne la couleur par défaut. Et je vais pipeter dans une zone claire de Gendibier. Et c'est génial. Hein. Pour mes tons moyens, je double-clique. Je vais sélectionner un ton moyen. Alors, les tons moyens, c'est toujours ce qui est le plus dur à évaluer de vraiment ce qu'on veut. Alors, oui, je vais te dire pourquoi ça ne marche pas très bien. Parce qu'en fait, ça, c'est une vue d'esprit quand même de Photoshop où ils disent que les tons foncés, il y a les tons foncés et les tons clairs, mais en fait, les tons foncés débordent sur les tons clairs et les tons clairs débordent sur les tons foncés. Et après, ils parlent de tons moyens. Donc, c'est très difficile. Donc, quand tu fais ce genre d'exercice, tu règles les noirs et les blancs et tu ne t'occupes pas des tons moyens parce que tu auras beaucoup de mal à le régler parce que ça bave d'un côté comme de l'autre. C'est quand même pas mal, là. Ouais. Là, c'est très bien, ouais, très bien. Alors, petite précision aussi, c'est bien quand on prend les outils pipettes, là, de régler toujours une taille moyenne en prenant 3,3 ou 5,5. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la valeur d'un pixel précis, ça va faire une moyenne d'un carré de 3 sur 3 ou de 5 sur 5 pixels. Et ça permet d'éviter justement s'il y a un peu de bruit, s'il y a un peu de faire une moyenne de la zone plutôt que de prendre vraiment une valeur précise qui n'a pas vraiment de sens au niveau de la photo. Voilà. Après, le plus grand, c'est peut-être aller jusqu'à 11,11 en fonction des photos. Ça dépend de la taille de votre photo aussi, mais c'est bien de ne pas prendre un échantillon ponctuel. Voilà. Donc voilà pour un. Ça ne rend pas Jean Didier plus beau, hein. Moi, je suis désolé. Il faut dire que c'est dur. Écoutez, je vais vous laisser, moi. Donc voilà, pour la correspondance de couleurs. Donc là, le slide reprend en gros ce que j'ai dit. Utilisation de la pipette, oui, prendre une zone et pas un échantillon ponctuel. En général, ça ne sert à rien d'enregistrer comme nouvelle couleur par défaut parce que c'est ponctuel pour une photo. Alors, à moins que vous traitiez une série de photos qui ont toutes les mêmes couleurs et donc d'appliquer ça à la chaîne, ça ne sert à rien de définir comme nouvelle couleur par défaut. Et effectivement, vérifier que c'est bien la courbe qui est sélectionnée et pas le masque, sinon vous prenez du blanc tout le temps. En résumé, est-ce que vous avez des questions? C'était très intéressant. On a appris plein de choses. Franchement, c'est bien. Bravo. Ouais, bravo. Bravo, c'est bien. Ouais. Très bien. Bon, j'ai une question, mais je pense que la réponse va être facile à donner. Moi, j'utilisais pas jusqu'à... Là, je vais me jeter sur les courbes tout de suite après l'émission, enfin après la conférence. C'est l'habitude de passer à la télé, c'est terrible. Et donc, je suppose qu'à chaque fois qu'on a fait un réglage qui plaît, années 50, enfin un peu Polaroid, délavé, donc on peut enregistrer le réglage comme un preset ou un réglage prédéfini. Alors, dans Lightroom, oui, c'est un nouveau réglage prédéfini. Et dans Photoshop, non. Et dans Photoshop aussi, mais ce n'est pas de la même façon. Alors, par exemple, dans Lightroom, sur cette photo-là, peu importe, donc dans l'onglet de développement. Alors, dans Lightroom, je sais, mais dans Photoshop… Ah oui, alors j'ai arrêté le partage d'écran, donc vous ne voyez rien. Je vais le reprendre, ça sera mieux.
partager l'écran. Voilà. Donc là, typiquement, j'ai une courbe qui a une forme assez particulière, hein, vous constaterez. Et donc, si je veux appliquer cette courbe sur une autre image, je crée un preset, donc un nouveau réglage prédéfini, en cliquant sur le plus, choisissant créer un réglage prédéfini, et en sélectionnant uniquement, alors là, il y a tout sélectionné, mais en sélectionnant uniquement la courbe qui est là. Je lui donne un petit nom et je fais créer. Voilà, je ne le fais pas parce que si je peux le faire. Hop, et elle apparaît dans mes nouveaux paramètres prédéfinis. Courbe. Prends une autre photo et tu l'appliques, on va voir ce que ça fait. Et donc, hop, je vais y arriver. Allez, donc par exemple sur celle-là qui est l'image de base. Ça va venir, voilà. Donc là, il se trouve qu'il y a déjà un réglage de courbe qui est appliqué. Donc si j'applique le preset que je viens de créer, en cliquant dessus, courbe. Voilà. Oui, c'est d'accord. Ça l'applique. Et ta question, Jean-Didier, c'était sous Photoshop, tu veux créer aussi une… Et donc, dans Photoshop… En fait, ma question, je pose des questions de manière à informer ceux qui se posaient aussi la question, je pense. Et sous Photoshop, est-ce qu'on peut mémoriser les faits? Donc là, j'ai ma courbe de sélectionner. Ouais. Dans le panneau de courbe, je clique sur les petits traits qui sont en haut à droite du panneau de courbe. Ouais. Et je fais enregistrer paramètres prédéfinis de courbe. D'accord. Il y a une autre solution, quand on a plusieurs réglages colorimétriques, c'est de créer un LUT. On peut créer aussi un LUT qui est un paramètre prédéfini. Et donc là, la différence de Lightroom, faut aller enregistrer, enfin, faut choisir un emplacement pour enregistrer le fichier. Ah, d'accord. C'est un paramètre prédéfini, mais ça crée un fichier sur le disque. Ça se trouve où les paramètres prédéfinis dans Photoshop? Ah bah après, tu l'enregistres où tu veux. Non, mais tu les retrouves comment? Et après, tu fais charger le paramètre prédéfini de courbe et tu vas rechercher ton fichier que tu as enregistré. Quand tu dis on l'enregistre où on veut, je suppose qu'il y a quand même un endroit où il doit être enregistré, non? Je ne sais pas. Alors, ça doit être différent sous Mac et sous Windows. D'accord, mais il propose un truc par défaut qui correspond à, disons… là, le truc par défaut, c'est mon dossier téléchargement, donc aucun rapport avec Photoshop. Donc, mais là, on enregistre qu'une courbe, qu'un réglage de courbe. Hein. Oui. Si on veut enregistrer plus que ça, à ce moment-là, il faut créer un LUT. Qu'est-ce que tu appelles un LUT? Alors, un LUT, c'est pareil, c'est un paramètre prédéfini qui regroupe justement tous les paramètres que tu as enregistrés et qui permet de réappliquer sur des réglages d'une image sur une autre, mais avec qu'un seul fichier. Bon, pour moi, un luth, c'est un instrument de musique, mais bon. À l'origine, les luths, ça a été créé pour la vidéo, mais c'est utilisé maintenant pour la photo. Donc ça prouve encore une fois, c'est que Lightroom, c'est quand même mieux que Photoshop. C'est plus simple, hein, on s'y retrouve quand même plus facilement. Hein. Ah ouais. Je peux comprendre que Jean-Michel soit de mauvaise humeur. Hein. Il y a de quoi, franchement, il y a de quoi. Donc voilà pour l'enregistrement des courbes. Ben, c'est bien, c'était pas trop tortueux. Par contre, je vois qu'il faut vraiment être subtil. Il ne faut pas trop triturer. Enfin, je ne parle pas des effets créatifs. Si on veut juste faire un développement de la photo, il faut quand même y aller en douceur. Hein. Ah oui, souvent c'est très subtil et oui, un gros changement de la courbe va faire des effets très importants et pas forcément judicieux. Surtout quand on travaille sur les couleurs séparées, on peut vite arriver à des trucs très bizarres. Oui.
on n'a pas parlé des gens qui sont adeptes des niveaux, hein, parce que évidemment, avec les niveaux, on peut faire exactement la même chose. Non. Mais Bah non. si, tu travailles par Les canal, courbes, c'est des niveaux, mais tu en travailles par canal, tu as le point noir, tu as le point blanc, tu as exactement la même chose. Ouais, mais Sauf t'as que des ce tas n'est de pas trucs présenté que de la même manière. Il y a des tas de trucs que tu n'as pas. Je suis d'accord, mais c'est dans l'autre sens. Des courbes, tu peux faire plus de trucs qu'avec les niveaux. C'est pas limité en nombre de points. Hein. Alors, sur les courbes, non. Typiquement, ton effet courbe, tu ne le fais pas avec les niveaux. Ouais. Voilà. Bon, les niveaux, ça marche aussi, quoi. Bon. Mais moins bien. Vous allez encore le mettre de plus mauvaise humeur. Ouais, non, mais moi, j'utilise indifféremment plutôt les niveaux quand même. Globalement, j'utilise plutôt les niveaux. J'utilise les courbes également. Mais voilà, alors c'est vrai qu'il y a des religions, hein. Il y a des gens qui ne parlent que des courbes. Et les niveaux permettent aussi de faire des choses tout à fait… Non, de toute façon, l'important, c'est d'utiliser les outils qu'on maîtrise pour faire ce qu'on veut. Voilà. Après, choisir un outil plutôt que l'autre, si vous arrivez à faire ce que vous voulez, il n'y a pas de… Parce que c'est vrai que quand on débute, les niveaux, c'est plus facile à manier, quoi. Voilà. Ah oui, clairement, oui. Ça, on est d'accord. Ouais, il faut avoir le niveau, quoi. J'ai remarqué que ton interface de Photoshop était en anglais. Est-ce que ça fonctionne mieux en anglais que quand on l'a en français? Alors, ça ne fonctionne pas mieux, mais comme je suis beaucoup de tutos de vidéos en anglais pour s'y retrouver dans les menus, c'est plus pratique. Et pour des scripts qu'on télécharge, ça dépend de la langue. Et comme j'en télécharge pas mal en anglais, voilà, j'ai passé mon Photoshop en anglais. J'ai essayé en estonien, j'ai eu beaucoup de mal. Bon, merci Greg, hein, c'est très bien. Une fois, j'ai récupéré un GPS en russe dans une voiture de location. Pour le repasser en français, ça a été très, très compliqué. Moi, ça m'est arrivé une fois avec une télé. J'ai de choisir la langue. La télécommande est tombée par terre et c'était en cyrillique. Je retrouvais, je vous jure que ça a été coton. Il faut 2 heures pour apprendre le cyrillique. Ah ouais. Sinon, on t'aura amené la télé. En Chine, ça va être pareil. Hein. Ça va être plus dur, je crois. Là, il faut plus de 2 heures, je pense. Finalement, tu vois, malgré les attentes de tous ces hommes-là, les courbes, ils ne sont pas déçus. Ils auront au moins appris quelque chose. Oh, ouais, parce que c'est surfait, les courbes féminines, il faut oublier. Marion, c'est suicidaire ce que tu viens de dire. C'est pas surfait, ça ne le sera jamais. Elle voulait dire c'est parfait. Parler, c'est trop beau. Bon, écoute, on va s'entraîner et puis on posera des questions si c'est nécessaire. En tout cas, merci. Hein, c'était super. Merci Greg. Merci beaucoup. Merci Greg. Il y a du boulot. Ne sois pas déçu. Hein. C'est beaucoup de travail de faire les diapos pour une petite heure de présentation. En tout cas, ça contribue aussi dans la clarté à mieux appréhender et bien comprendre. En tout cas, c'est bien. Merci. Surtout à réviser. Allez, toi, il y a du boulot maintenant. Donc, ouais, salut à tous. Sur le, bye bye. Merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Salut tout le monde. Bonsoir. Bisous. Ah.